Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais a encore une fois brillé par ses contradictions. Pas plus tard qu'hier, alors qu'il était en visite en République démocratique du Congo, il a insisté sur l'importance des frontières et des bonnes relations entre pays voisins, alors que la frontière burundo-rwandaise est fermée depuis plus de 2 ans, malgré les supplications des Burundais et de différentes confessions religieuses. Les cultivateurs de Makamba demandent au gouvernement de suspendre les activités de la Nagessa le temps que cette institution étatique se réorganise. En effet, ces habitants font savoir qu'ils ne voient pas l'utilité d'une agence qui n'a pas de fonds et qui leur revend du maïs détérioré à des prix exorbitants. Vous le suivrez dans ce journal. Et comme tous les mercredis, dans la deuxième partie du journal, vous suivrez le mini-magazine au cœur de la société qui vous parle aujourd'hui du phénomène d'incendie des marchés devenu monnaie courante au Burundi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme où la direction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, n'a pas pris les mesures nécessaires pour rechercher leurs collègues disparus. Shadia Mukaremera, les démarches auprès des institutions de l'État ont été engagées sous la pression de certains membres du personnel. Ceux qui ont insisté pour faire toute la lumière sur cette affaire subissent des intimidations et paradoxalement, les rares avancées enregistrées dans ce dossier ont été toujours révélées en premier lieu par le président de la CNIDH, Inès Gakiza, nous en dit plus. C'est le 26 février que le personnel de la CNIDH a été informé de la disparition de leur collègue Shadia Mukaremera. Non seulement elle s'était absentée du travail la veille le 25 février, mais elle n'était pas non plus rentrée à son domicile et son téléphone était injoignable. Selon des informations recueillies par la RPA, bien que la disparition ait été rapidement connue, la direction de la CNIDH n'a pas immédiatement engagé de recherche. Certains employés, déterminés à retrouver leurs collègues, ont dû faire pression, refusant toute autre activité avant de lancer les recherches. Ils se sont alors répartis en groupes et ont emprunté différentes pistes à la recherche de Shadia Mukaremera ou de tout indice pouvant aider à la retrouver. Ceux qui se sont rendus à la police ont été informés de la dernière personne à avoir été en contact avec la disparue. Il s'agit de Chantal Wakamiliza, secrétaire générale de la CNIDH. Lors d'une réunion interne visant à faire le point sur les informations recueillies, une partie du personnel a alors exigé que la CNIDH saisisse officiellement la justice afin d'exploiter les pistes découvertes et établir la vérité. À la surprise générale, à l'issue de cette réunion, le président de la commission, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, publie une liste de 6 employés appelés à se présenter à la police. Il précise dans une note manuscrite la date, l'heure et le bureau concerné. Parmi ces 6 employés figurent Chantal Wakamiliza ainsi que 5 autres employés qui s'étaient montrés déterminés à établir la vérité. À l'exception de Chantal Wakamiliza, les 5 autres employés ont refusé de répondre à cette convocation, estimant qu'elle violait les procédures légales. Chantal Wakamiliza, elle, s'y est rendue, accompagnée du vice-président de la CNIDH, Gérard Lugeminwaza, et a été reçue dans les services indiqués. Les 5 autres employés ont par la suite reçu des convocations officielles de la police, c'était au cours du mois de mars. Lorsqu'ils ont répondu à ces convocations, leur situation s'est compliquée. Ils ont été brièvement placés en détention et privés de l'assistance de leur avocat. Après détention, ils ont finalement été relâchés, mais leur téléphone reste confisqué par la police jusqu'à ce jour. Après ces événements, le dossier de la disparition de Shadia Mukaremera est tombé dans le silence au sein de la CNIDH. Il refait surface au mois de juin lorsque les 5 employés demandent que Chantal Wakamiliza ne soit pas envoyée en mission
mission à l'étranger tant que la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. La justice, jusque-là aussi silencieuse, sort à son tour de son silence. Comme il avait fait précédemment pour les convocations à la police, Monseigneur Nyaboho informe en premier de la décision judiciaire. Interrogé par la RPA, il indique que le dossier sera clôturé avant les dates de la mission à l'étranger. Quelques heures plus tard, le parquet général annonce finalement la fermeture du dossier, faute d'infractions constatées et de suspects à poursuivre. Le dossier est ainsi classé sans que la famille de Shadia Mukaremera n'ait été consultée dans le cadre des investigations demandées par la CNIDH. Selon les informations de la RPA, même les proches qui ont saisi la police n'ont pas été reçus. Le dossier est également clos sans qu'une enquête approfondie ait été menée sur le lieu où le téléphone de la disparue a émis pour la dernière fois le 25 février dans l'après-midi. Ce téléphone se trouvait à Nyawugete alors que Shadia Mukaremera résidait dans la zone de Nyakabiga. La direction de la CNIDH détient tous ces éléments mais semble se satisfaire de l'issue de la procédure judiciaire. Entre-temps, les employés qui ont insisté pour que la vérité soit établie, eux subissent des menaces et intimidations visant à les contraindre à abandonner ce dossier. Inès Gakidze, de la page droits de l'homme, passons à la page justice, où le 2 poids 2 mesures devant la loi ne cesse d'être érigé en mode de gouvernance au Burundi, ce qui fait que la justice pour tous tant chantée reste utopique. Alors que la journaliste Sandra Muhoza et le docteur Patrick Litango Mutwenzi ont été emprisonnés pour des propos publiés sur les réseaux sociaux, Tade Nzigamasabo, lui, diffuse impunément des paroles incitant à la haine dans son émission Bimenyena Chobitwaye, allant même jusqu'à ouvrir une radio pour poursuivre son projet. Désiré Atungimana revient sur ces disparités qui marquent la vie des Burundais. Le principe d'égalité devant la loi entre les enfants du Burundi, indépendamment de leur origine, reste fortement mis en cause sous le régime du CNDD-FDD. Le 13 avril 2024, le journaliste Sandra Muhoza a été arrêté, accusé d'avoir relayé sur un groupe WhatsApp des informations selon lesquelles le parti au pouvoir distribuait des machettes à la jeunesse Bonera Kouré. Elle a été inculpée pour atteinte à la sécurité nationale et aversion raciale. Elle a été libérée après avoir passé près de 2 ans en détention. Le 19 mars 2024, le docteur Patrick Litango Mutwenzi a lui aussi été arrêté par les services de renseignement burundais, accusé des mêmes délits. Son tort est d'avoir exprimé sur WhatsApp une opinion concernant l'exhumation des restes des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi. À la prison d'Omhimba, plusieurs détenus restent incarcérés uniquement pour avoir relayé des informations qu'ils n'avaient pas eux-mêmes rédigées. Pendant ce temps, ceux qui produisent et diffusent ces messages à grande échelle demeurent libres. Un exemple récent est celui de Tade Nzigamasabo, connu pour son émission Bimenye Nachobitwaye, qui vient de lancer la radio Orondera FM Ngozi dans la province de Butanyerera. Fondateur de Bimenye Burundi Communication Center, censé promouvoir le développement des citoyens, sa mission a complètement changé. Les sources de la RPA chez les membres de ce centre nous indiquent qu'actuellement l'objectif est de semer la division ethnique en présentant les Tutsis comme des ennemis des Hutus au Burundi comme dans la région. Ces discours ont commencé à être relayés ouvertement sur Rondera FM, où est passée l'enquête qui a conduit à l'arrestation de Muhoza, Litango Mutwenzi et des autres détenus. Où est la justice égale pour tous au Burundi? Où est le CNC, l'organe chargé de réguler les médias? Les responsables jusqu'au chef de l'État devraient traiter tous les Burundais de la même manière, sans discrimination. Sinon, l'injustice que certains dirigeants du Burundi aujourd'hui reconnaissent comme la raison qui les a poussés à prendre les armes ne sera jamais la voie qui sauvera la nation et ses citoyens. Merci à toi Désiré Hatungimana. Je vous le disais en titre, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, appelle les pays, en particulier ceux du continent africain, à ne pas fermer leurs frontières communes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il a lancé cet appel le 23 juin de cette année à l'occasion d'une visite officielle effectuée en République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient alors que le Burundi maintient depuis plusieurs années la fermeture de sa frontière terrestre avec le Rwanda. David-Claude Mbananayo nous en dit plus. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la RDC, à l'issue de sa visite officielle dans ce pays, le président Evariste Ndayishimiye a indiqué que les discussions avec le président Félix-Antoine Tshisekedi ont notamment porté sur la lutte contre l'épidémie de maladies à virus Ebola,
récemment réapparu en RDC. Le chef de l'État burundais a à cette occasion appelé les pays africains à éviter la fermeture de leurs frontières et à privilégier la coopération régionale afin de faire face efficacement à cette menace sanitaire. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi, appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires. Plutôt de nous enfermer, il faut être solidaires et gérer ensemble cette épidémie. Donc j'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble. Cependant, alors que le président Ndayishimiye plaide pour une collaboration renforcée entre les États africains, la frontière entre le Burundi et le Rwanda demeure fermée à ce jour. Une situation qui continue d'avoir des répercussions importantes sur la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. De nombreux citoyens, organisations de la société civile ainsi que des évêques catholiques n'ont cessé de dénoncer les conséquences économiques et sociales de cette fermeture. Lors d'une rencontre tenue en mars dernier, Monseigneur Joachim Naondereye, co-président de la conférence épiscopale réunissant les évêques catholiques du Burundi et du Rwanda, avait souligné les effets négatifs de cette situation sur les populations de deux côtés de la frontière. Nous sommes attristés de constater que les frontières entre nos deux pays demeurent fermées. Pour nous rendre à Kigali, nous sommes parfois contraints de prendre l'avion ou de transiter par la Tanzanie. Pour ma part, venant de Muyinga, je dois effectuer un long détour alors que Kigali est plus proche de chez moi que Bujumbura. Nous souhaitons donc la réouverture de nos frontières afin de pouvoir circuler librement et entretenir les relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos peuples depuis longtemps. Les inquiétudes ne se limitent pas au Burundi. Monseigneur Antoine Kambanda, président de la conférence épiscopale du Rwanda, a lui aussi plaidé pour la réouverture de la frontière entre les deux pays, estimant que sa fermeture occasionne d'importantes pertes pour les citoyens. Les Burundais et les Rwandais sont naturellement des peuples frères. Il n'existe aucun différent entre les populations des deux pays. C'est pourquoi nous demandons la réouverture des frontières afin de permettre aux citoyens de se rencontrer, d'échanger et de se rendre visite. La fermeture actuelle a des répercussions importantes sur nos activités économiques ainsi que sur la vie quotidienne des populations. La frontière terrestre entre le Burundi et le Rwanda est fermée depuis plus de 2 ans. David Claude Mbananayo, se contredire est donc devenu une habitude chez le numéro 1 Burundi. En effet, depuis son accession au pouvoir, Evariste Ndayishimiye n'a cessé de promettre aux Burundais qu'il trouverait très prochainement une solution durable au problème de la pénurie du carburant, un discours qui n'a cessé de changer constamment. Aujourd'hui, la RPA revient sur ses contradictions et ses incohérences qui apparaissent dans certaines réponses irrelatives, et ce sera avec Eric Niyonzima. Il est rare qu'un mois s'écoule sans que le président de la République Evariste Ndayishimiye n'annonce au Burundi que la crise du carburant est sur le point d'être résolue. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne prêtent plus foi à ces déclarations. En effet, il ne faut souvent pas attendre plus longtemps avant qu'il ne tienne de nouveaux propos qui contredisent les précédents. Dans cette intervention, Evariste Ndayishimiye semble se moquer de ce qu'il accuse d'entraver l'approvisionnement du Burundi en carburant. Il est même allé jusqu'à l'heure indiquée où il devrait se rendre pour s'approvisionner. Cette situation a poussé le gouvernement à reprendre en main la gestion de l'approvisionnement en carburant. Cependant, certaines personnes qui avaient contribué à perturber ce secteur ont refusé de réceptionner le carburant en fait de le distribuer. Aujourd'hui, elles ont finalement accepté. Nous leur avons demandé de s'approvisionner en Tanzanie. Le carburant est bel et bien disponible. Le principal défi reste son acheminement, d'autant plus que le Burundi ne disposait pas de stock suffisant. Je tiens également à souligner que même le carburant destiné à l'aviation était disponible. Vous pouvez imaginer jusqu'où certains Burundais sont prêts à aller dans la méchanceté. Malgré cela, certains continuent d'affirmer qu'il n'y a pas de carburant dans le pays.
Peu de jours plus tard, alors que la pénurie persistait, malgré ses assurances selon lesquelles le carburant était disponible, le chef de l'État a changé de discours. Il a cette fois expliqué que certains fournisseurs exigeaient un paiement comptant, tandis que d'autres acceptaient d'être payés après la livraison ou l'utilisation du carburant, une explication destinée à justifier la poursuite de la crise. Le carburant nous est désormais vendu au compte, alors qu'auparavant son paiement intervenait généralement après 3 mois de consommation. En raison de détournement de fonds observés chez certains acteurs, les fournisseurs exigent désormais un paiement immédiat. Or, les transactions en espèces nous font perdre près de 34% de la valeur de nos ressources. Chaque année, le Burundi consomme environ 30 millions de dollars en carburant, alors que les importations effectives ne représentent qu'environ 20 millions de dollars. Dans ces conditions, il devient difficile de savoir si le président Évariste Ndayishimiye tient ses propos en toute connaissance de cause ou s'il oublie simplement ce qu'il a affirmé auparavant. D'autant plus que la question de modalité de paiement avec les fournisseurs de carburant n'est pas nouvelle. Plus récemment encore, il a avancé une autre explication, estimant que la pénurie serait notamment due à la multiplication des véhicules de type Jeep dans le pays. Aidez-moi à trouver des devises pour acheter le carburant. À défaut, aidez-moi à réduire la circulation de ces véhicules de type V8 qui consomment énormément de carburant. Regardez autour de vous, ils sont partout dans les rues. Face à ces explications changeantes, de nombreux Burundais s'interrogent sur la direction qu'emploie leur pays. Ils déplorent que les autorités, pourtant changent de réponse aux préoccupations de la population, peinent à apporter des solutions claires et durables aux difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés. Parlons sécurité à présent, où après avoir regagné leur domicile, la peur et la méfiance demeurent présentes au sein de la population de la colline Murama, commune Muyinga de la province Buhumuza, qui avaient fui leur domicile pour échapper aux opérations de traque de fraudeurs. Une peur justifiée car certains habitants récemment rentrés ont déjà été appréhendés sur de simples soupçons, ce qui pousse les autres à préférer rester cachés. Le reportage est signé Rémi Ndelagakura. Lors d'une réunion tenue à la fin de la semaine dernière, le vice-commissaire provincial de la police dans la province de Buhumuza, Bonfort Ndolelaro, a appelé les habitants qui avaient fui leur domicile à regagner leur foyer. Cependant, les citoyens affirment que la peur demeure toujours vive. Les plus inquiets sont les personnes qui vivaient du transport de marchandises sur la rivière marquant la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Certains de ceux qui ont tenté de rentrer chez eux la semaine dernière indiquent avoir été immédiatement arrêtés et emprisonnés avec 5 d'autres personnes, dont 3 soupçonnés de fraude. Cette situation renforce les craintes des personnes déplacées qui hésitent encore à retourner dans leur village. Les répercussions de cette crise se font également sentir dans la vie quotidienne. Plusieurs commerces et débits de boissons fonctionnent au ralenti ou restent fermés, affectant ainsi les activités économiques de la vie sociale de la population. Les habitants qui ont fui leur domicile depuis le 27 mai 2026 demandent à la police de fonder ses interventions sur des preuves tangibles plutôt de procéder à des arrestations sur la seule base de soupçons de fraude ou de complicité avec les fraudeurs. Selon eux, c'est cette crainte d'être arrêté arbitrairement qui empêche de nombreuses personnes de regagner leur foyer. De son côté, l'administration communale de Muyinga affirme que des réunions sont en cours de préparation en fait d'adopter des mesures de lutter contre la fraude tout en veillant au respect de la sécurité et des droits des citoyens. Rémi Ndelagakura de Buhumuza Cap sur Burunga, où les agriculteurs de la commune Makamba demandent au gouvernement burundais de les autoriser à vendre leur production de maïs comme ils le veulent, sans passer par l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, ANAGESA en sigle. Pour eux, l'ANAGESA ne leur apporte aucun avantage, car cette dernière ne les paie pas à temps, sans oublier que l'ANAGESA revend cette production de maïs à ses cultivateurs à des prix exorbitants. Le point avec Nadège Irakoze. C'est l'un des cultivateurs de la commune Makamba en province de Burunga qui dénonce que l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, ANAGESA, ne leur apporte aucun bénéfice
car même si le gouvernement appelle la population à vendre leur production de maïs dans cette agence, les citoyens restent dans la désolation totale du fait qu'ils attendent en vain leur paiement. En plus de cela, celui qui ose vendre sa récolte ailleurs, il est puni à payer des amendes. Dernièrement, la NAGESA a acheté et stocké une grande quantité de récoltes de maïs. Pourtant, plusieurs cultivateurs n'ont pas été payés, même ceux qui ont reçu leur paiement. Ça ne leur a pas servi à grande chose, car ils ont perçu l'argent très tardivement. Cependant, le gouvernement avait annoncé que la NAGESA allait acheter notre récolte à 1700 francs par kilogramme, alors que cette agence n'a pas de moyens financiers pour nous payer. Alors, si une personne essaie de vendre ailleurs sa production de maïs à 1500 francs par kilogramme pour pouvoir subvenir à ses besoins, il saisit sa récolte et l'exige de payer des amendes. Une autre chose que ces cultivateurs dénoncent, c'est qu'après avoir acheté leur récolte, la NAGESA revient pour la leur revendre à des prix trop élevés. Ils estiment que l'objectif de cette agence est de les appauvrir et non de les faire progresser. Ce que nous reprochons à la NAGESA, c'est que quand elle termine d'acheter notre récolte, elle vient encore une fois nous revendre le maïs à des prix exorbitants. En effet, cette agence avait acheté un kilo de maïs à 1700 francs, mais elle le revendait à 2200 francs, alors que ce maïs était endommagé car il était très mal conservé dans les stocks. Nous demandons que ces actes visant à appauvrir les citoyens cessent. Ces cultivateurs de la commune Makamba demandent avec insistance au gouvernement du Burundi, premièrement de suspendre la NAGESA afin de la doter des moyens suffisants pouvant même assurer une bonne conservation des récoltes des citoyens, étant donné qu'une grande quantité de la production est endommagée dans les stocks de la NAGESA. Deuxièmement, ils demandent au gouvernement de permettre aux agriculteurs de vendre leurs récoltes de leur propre gré et que tout cela se fasse dans le cadre de promouvoir les agriculteurs. Merci à toi Nadège Ilakoudi. Avant d'entamer la deuxième partie de ce journal, parlons du transport en commun, où les transporteurs pressants sur la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda-Rutana, demandent qu'elle soit réhabilitée compte tenu de sa détérioration progressive. Ces conducteurs s'insurgent du fait que leurs véhicules ne cessent d'être endommagés suite à cette vétusté, alors qu'ils paient annuellement des redevances routières qui devraient être utilisées pour l'entretien de cette route. Emmanuel Nyungeko s'est entretenu avec certains transporteurs opérant sur la RN7. Son reportage. La détérioration progressive de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Ijenda-Rutana préoccupe ceux qui œuvrent dans le domaine de transport. À part qu'ils y mettent beaucoup de temps, ces conducteurs font savoir qu'ils sont obligés de majorer le prix de transport afin de se procurer des frais de réparation de leurs véhicules. La route Ijenda-Rutana est devenue presque impraticable pour aller de Musaga à Nyakararo, un trajet qui prenait auparavant 45 minutes, dire désormais 2 heures. Concernant le prix du transport, le ticket était de 13 500 francs burundais il y a quelques mois pour se rendre à Rutana, mais il est aujourd'hui compris entre 25 et 30 000 francs burundais. Si vous empruntez cette route avec votre propre véhicule, vous finirez par le conduire au garage à cause de nombreuses pannes qu'elle provoque. Des responsables sont déjà venus pour constater son état et ont annoncé sa réhabilitation, mais depuis, rien n'a suivi. Cependant, ces transporteurs indiquent qu'ils paient annuellement des redevances routières qui, selon eux, devraient être utilisées pour l'entretien de cette route. Pour des voitures qui ne dépassent pas un poids de 400 kg, la redevance est de 50 000 par an. Pour les minibus, c'est une somme de 100 000 francs, les quasters, 150 000 francs et 1 million pour des bennes. La perception de ces redevances commence à partir du mois de novembre. Des agents de l'OBR vérifient si l'on est en possession du récit de paiement. Ces transporteurs opérant sur la route nationale numéro 7 demandent qu'elle soit réhabilitée, expliquant qu'elle leur cause beaucoup de difficultés, notamment la défectuosité ou perte de certaines pièces de leurs véhicules. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gilles
Egide Nijimbere, ministre des Infrastructures, Transports et de l'Équipement, pour recueillir sa réaction. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la destruction répétée des marchés du Burundi par des incendies, ce qui appauvrit la population. Le cas récent étant celui du marché de Djavé, ravagé par les flammes. Ce mini-magazine vous est présenté par Révérien Badikam. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 21 juin 2026, Djabé a été ravagé par un incendie dans la zone réservée au commerce d'Ibois. Ce marché, comme de nombreux autres au Burundi, n'en était pas à son premier incendie. À chaque fois, les marchandises partent en fumée, laissant ceux qui ne sont pas assurés dans le désarroi. Les principales causes évoquées par les organisations et les citoyens sont l'existence de constructions anarchiques qui ne respectent pas les normes en vigueur. Ainsi, lorsqu'un incendie se déclare, les véhicules de secours ne trouvent souvent aucun passage pour intervenir rapidement. Certains y voient une négligence des autorités publiques, tandis que d'autres estiment que les commerçants eux-mêmes devraient davantage adhérer aux compagnies d'assurance afin d'être indemnisés en cas de sinistre. Les détails sont dans cette émission qui vous est présentée par Révéré Baskamwe. Soyez les bienvenus. Au cœur de la société. Les incendies qui frappent les marchés sont nombreux au Burundi. Dans la nuit du 21 juin 2026, le marché de bois de Djabé à Bujumbura a été touché par un violent incendie qui a causé d'importants dégâts matériels. Ce sinistre s'ajoutait à une longue série d'incendies ayant affecté plusieurs marchés du pays au cours des dernières années. Souvent, l'origine de ces incendies demeure inconnue et lorsque des explications sont fournies, elles ne convainquent pas toujours l'opinion publique. Pendant ce temps, les commerçants continuent de supporter seuls les conséquences de ces catastrophes. Retour sur ces différents incendies avec notre confrère Bertrand Ndakulio de la radio Inzamba. Le récent incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche 21 juin 2026 au marché de planches et accessoires de Djabé dans la ville de Bujumbura. L'origine du feu reste inconnue. Plusieurs stocks de planches, des matériaux de construction, des véhicules et même une église voisine ont été sérieusement endommagés. Pour les commerçants, c'est une nouvelle catastrophe qui efface en quelques heures des années d'investissement. Ce n'est pourtant pas la première fois que ce marché est touché. Un autre incendie s'y était déjà produit en 2024, mais le cas de Djabé est loin d'être isolé. En janvier, le site commercial de planches situé près de chez Sioni à Bujumbura a été ravagé. En mai, le marché de Kinama a lui aussi connu un important incident. Quelques jours plus tard, c'était le marché de Rugombo dans Chibitoke qui partait en fumée. Cette série d'incendies rappelle également le drame du marché de Kamenge en octobre 2020, mais surtout celui du marché central de Bujumbura, détruit le 27 janvier 2013. 13 ans après, ce marché emblématique n'a toujours pas retrouvé sa place dans le paysage économique de la capitale. Face à ces incendies à répétition, les explications avancées soulèvent souvent des interrogations. Dans certains cas, les autorités évoquent des circuits électriques, des batteries défectueuses ou des négligences humaines. Dans d'autres, aucune conclusion n'est jamais rendue publique. Plus d'un s'interroge sur le fait que plus d'une vingtaine de marchés aient été incendiés sans qu'aucune enquête publique ne permette d'établir clairement les responsabilités ou les circonstances exactes de ces sinistres. Les conséquences sont pourtant bien réelles. Chaque incendie laisse derrière lui des centaines de commerçants ruinés, des familles privées de revenus et des activités économiques paralysées. Merci à Bertrand Ndakulio. Certains citoyens rencontrés dans différentes régions du pays appellent les commerçants à souscrire à des assurances, estimant que les marchés ne sont pas suffisamment sécurisés. Ils dénoncent également la négligence de l'État, soulignant que de nombreux marchés ne disposent pas de voies d'accès permettant aux camions de lutte contre les incendies d'intervenir efficacement. Selon eux,
Il appartient à l'État de protéger les citoyens ainsi que leurs biens. Écoutons quelques témoignages recueillis par la RPA auprès de la population. Les incendies de marché qui ruinent surtout les commerçants ont pour cause, premièrement, il n'y a pas de disposition relative à la protection contre ces incendies. Car même s'il y a ces dispositifs chargés pour lutter contre l'incendie, c'est les inspecteurs les véhicules destinés pour lutter contre l'incendie ne sont pas disponibles. Ou bien même s'ils sont disponibles, ils n'ont pas les voies pour passer, pour éteindre ces incendies. On observe que les commerçants n'attirent pas leurs marchandises dans les maisons d'assurance. Est-ce que l'État peut faire? Il faut que donc l'État doit mettre en place le système de protection de lutte contre l'incendie. Il doit mettre en place ce système de lutte contre l'incendie. Car même ceux qui bloquent les voies de ces véhicules qui aident pour éteindre l'incendie manquent le passage. Alors que ceux qui mettent les marchandises dans ces voies les mettent à la présence des administratifs. Beaucoup de marchés orientés incendie cela a été causé par l'État qui n'a pas pitié à la population à cause de sa mission de tuer la population par la pauvreté. Donc, l'État devra s'organiser à ce qu'une fois l'incendie est survenu, des matériels ou des chemins qu'on utilise pour éteindre soient toujours disponibles. Du côté des organisations de la société civile, selon Gabriel Rufiri, président de l'organisation de lutte contre la corruption, tant que l'État ne fera pas respecter les lois régissant l'urbanisme et la construction des infrastructures accueillant un grand nombre de personnes, les incendies continueront à se propager rapidement et à détruire tout ce qui se trouve à proximité. Pour Gabriel Rufiri, le silence persistant des autorités, l'absence d'enquête sérieuse et le manque de sanctions contre les responsables de ces incendies laissent penser que l'État porte une part de responsabilité dans les incendies qui frappent les marchés ainsi que d'autres lieux touchés par des sinistres similaires sans qu'aucune suite ne soit donnée. La première chose, comme je viens de vous le dire, il faut qu'il y ait une prise de conscience des dirigeants d'un côté, mais une prise de conscience aussi de l'autre côté au niveau du gouvernement. Je viens de vous le dire, c'est le gouvernement qui a la panacée des prérogatives de légiférer, d'appliquer la loi pour la protection des citoyens et de leurs biens. Mais je vois que le gouvernement a abandonné ça. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer comment des incendies et des catastrophes se déclarent tous les jours et que la situation reste comme ça, sans enquête, sans rien? Donc, il faut cette prise de conscience collective. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire comme action, il faut exiger. C'est le gouvernement encore. Les citoyens peuvent ne pas avoir l'intérêt, mais le gouvernement doit exiger qu'il y ait des assurances. Troisième chose, normalement, je pense que vous avez vu ici au niveau de l'ORICO, vous avez vu les secteurs, tous les bâtiments, tant publics que privés, il devait y avoir des secteurs qui doivent aider quand il y a un incendie qui se déclare. Et aussi, en plus de ce matériel, il faut y avoir des formations des individus qui savent bien les utiliser. Parce que ce qui s'est passé au niveau du district sanitaire de Djabé, il y avait ce matériel, mais il n'y en avait pas déjà qui savent l'utiliser. Il doit y avoir aussi des formations. Il doit y avoir le strict respect de la loi. Il doit y avoir la démolition totale de toutes ces constructions qui ont été érigées en dehors de la loi. Ce sont les galeries. Je sais que ça, on touche des individus, mais on est prêt à affronter ce combat. Parce que c'est l'intérêt général qui est en jeu. Vas-y au niveau des marchés, vous allez voir. Cette situation est intolérable. Il doit y avoir des enquêtes. D'abord, par rapport à ces incendies. Quelle est la cause? Parce que tous ces incendies, le gouvernement, les instances habilitées, ne parviennent pas à nous montrer les vraies causes de ces incendies. Les auteurs, qui sont les auteurs? Pourquoi ça se fait? Il faut équiper et valoriser les services de secours au niveau de la protection civile. Il faut que le Burundi ait de la politique claire de prévention. Je vous le dis et je vous le déclare, si le gouvernement ne prenait pas garde et prendre des dispositions claires au niveau de respect de la loi, surtout au niveau de ces constructions,
Et au niveau de la protection des biens qui sont déjà là, il sera très difficile d'avancer vers un Burundi développé. Voilà pourquoi j'insiste sur le rôle du gouvernement et le rôle des citoyens. Voilà, c'était Gabriel Ossiri, le président de l'OLICOM. L'OLICOM rappelle par ailleurs que plusieurs zones d'ombre subsistent autour de ces incendies. Le silence des autorités donne l'impression qu'elles connaissent la réalité des faits et qu'aucune mesure n'est prise pour encourager, obliger les citoyens à adhérer à des compagnies d'assurance afin d'être indemnisés en cas de perte. Et c'est ici que s'achève notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Cette émission vous a été présentée par Léveré Baskamé. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce mini-magazine produit en synergie des médias RPA, Inzamba, Agate Kakawi et Télé Renaissance, que prend fin le journal en français de ce mercredi 24 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.